à toutes, bonjour à tous. Donc moi je m'appelle Céline Lanoé, ma collègue Amélie Lubin. Nous sommes toutes les deux maîtresses de conférences en psychologie de l'éducation, rattachées au même laboratoire de psychologie Caen Normandie. Et donc nous allons vous présenter un programme ludopédagogique métacognitif pour soutenir les élèves à besoins éducatifs particuliers. Donc pour démarrer, en fait, on sait aujourd'hui que les politiques éducatives actuellement incitent beaucoup à l'inclusion d'un plus grand nombre d'élèves à besoins éducatifs particuliers. L'éducation inclusive, si on peut en rappeler une brève définition, c'est le processus qui vise à tenir compte de la diversité des besoins de tous les apprenants, à y répondre par une participation croissante à l'apprentissage, aux cultures et aux collectivités, et à réduire l'exclusion qui se manifeste dans l'éducation. Nous allons nous intéresser en fait parmi les élèves à besoins éducatifs particuliers, un petit groupe d'élèves qui présentent des troubles neurodéveloppementaux. Donc ce sont des troubles qui se manifestent durant le développement, qui sont caractérisés par des déficits du développement et qui vont entraîner une altération à la fois du fonctionnement personnel, du fonctionnement social, scolaire ou professionnel. Donc on va trouver parmi ces troubles les troubles du déficit du développement d'intelligence, les troubles de la communication, le trouble du spectre de l'autisme, le TDAH, le TDA, les troubles spécifiques de l'apprentissage et les troubles moteurs. Donc ces élèves qui présentent des troubles neurodéveloppementaux, ils représentent à peu près 15% en fait, des élèves scolarisés d'après l'OMS de 2023. Donc quand même un pourcentage assez important d'élèves dans les classes des enseignants actuellement. Et ces élèves rencontrent en fait davantage de difficultés pour entrer dans les apprentissages scolaires et souvent ils sont confrontés à des difficultés à la fois métacognitives mais aussi exécutives. Il y a tout un tas de littérature qui présente ces données-là. Donc nous, on s'est posé la question de savoir comment aider les élèves TND à améliorer leur comportement métacognitif et exécutif. Alors l'un des leviers en fait, qu'on a utilisé pour favoriser une école plus inclusive, c'est d'utiliser des jeux, en fait, mettre en place des programmes pédagogiques qui sont adaptés à la diversité des élèves et donc utiliser des jeux de société. Donc des jeux de société qui vont constituer une méthode ludique et une méthode qui semble efficace, en tout cas ça a été attesté par un certain nombre d'études, pour renforcer les fonctions exécutives en classe. On va mobiliser un certain nombre de fonctions et on va pouvoir les exercer et éventuellement les améliorer. Alors, on va essayer de nous combiner les jeux de société avec une approche métacognitive. En fait, c'est un peu l'originalité de notre programme. Donc l'utilisation des jeux de société pour faire prendre conscience des processus exécutifs. Grâce à une approche métacognitive, ça pourrait bénéficier à l'ensemble des élèves, mais notre challenge ici, c'est notamment à des élèves qui présentent des troubles neurodéveloppementaux, plus particulièrement à ces élèves-là, en fait. Donc voilà pour un petit état des lieux en bref aperçu de la littérature, mais à ce jour, en fait, allez-y, je vous en prie. Donc à notre connaissance, il n'existe pas de programme pédagogique réalisé en classe par des enseignantes qui vise à favoriser les fonctions exécutives par une approche métacognitive à l'école, à l'aide de jeux de société dits modernes, des jeux qu'on trouve dans le commerce et qu'on peut tous et toutes utiliser. Donc c'est l'idée, c'est l'objectif en fait, du programme qu'on a appelé Jeux Métacogite, donc qui est un programme qui est issu d'une rencontre en fait franco-canadienne entre des chercheurs, des chercheuses en psychologie, en sciences de l'éducation et une orthopédagogue québécoise. Donc un programme qui a émergé à la suite en fait, à la publication d'un ouvrage qui s'appelait Découvrir le cerveau à l'école, les sciences cognitives au service des apprentissages, que nous avions publié, et d'une pratique clinique de notre collègue orthopédagogue Annick Pelletier à Québec. Donc le programme ludopédagogique métacognitif, il est conçu pour des élèves de 9-10 ans à l'école élémentaire et il va porter à la fois sur le cerveau, les fonctions exécutives et en utilisant des jeux de société. Donc des séquences pédagogiques métacognitives et des sessions de jeu chaque jour en classe pour entraîner et exercer en fait, les élèves aux différentes fonctions exécutives.
Donc c'est un programme en fait qui, je vous le disais, en fait, qui a l'originalité à la fois d'être mise en œuvre par les enseignantes dans leur classe avec leurs élèves et sur toute une année scolaire. Donc c'est un programme de 25 semaines qui est composé de 10 sessions métacognitives et qui va suivre en fait en partie la ligne Optifex qui a été développée par notre collègue Annick Pelletier. Donc le programme démarre en fait par la découverte du cerveau et de ses différentes fonctions, de son anatomie, etc. Et puis ensuite, on va décliner un certain nombre de fonctions cognitives, exécutives. On va pouvoir travailler avec les enfants en classe, en les exerçant grâce à des jeux de société. Donc, l'inhibition, la flexibilité, l'attention. Je vous présente les jeux associés à chacune de ces fonctions. L'activation, le discours interne, la boucle phono, l'imagerie mentale, la mémoire de travail, l'anticipation, la planification-organisation et puis le raisonnement et l'organisation des connaissances en mémoire à long terme. Donc notre objectif était d'évaluer l'impact du programme Jeux métagogiques donc sur les comportements métacognitifs et exécutifs en classe et à la maison des enfants de 9 à 10 ans avec ou sans troubles neurodéveloppemental. Donc pour cela, en fait, on a travaillé avec 4 groupes d'élèves. Donc le groupe jeu métagogique qui est notre groupe d'intérêt, en fait, qui va à la fois travailler de la méta et du jeu. Le groupe méta qui ne va travailler que de la méta, le groupe jeu que du jeu, et le groupe contrôle qui est un groupe contrôle actif qui va réaliser des activités de lecture libre pendant ce temps-là. Donc on va évaluer l'impact de ces programmes sur les comportements métacognitifs et exécutifs, évalués à la fois en classe et à la maison. Et nous supposons que le programme idéopédagogique métacognitif sera plus bénéfique que les autres programmes, et plus particulièrement en fait pour les élèves présentant des troubles neurodéveloppementaux. Alors la méthodologie donc, est celle-ci. On avait 395 participants élèves, donc 94 présentant des TND et puis 301 neurotypiques. Donc ces élèves étaient scolarisés dans des classes de Québec. La timeline du projet, elle suit un design quasi expérimental assez classique avec un pré-test, une intervention et puis un post-test. Qui est réalisé donc sur une année scolaire complète, donc pré-test, programme et post-test, qui vont permettre d'évaluer, vous voyez, en fait, des comportements à partir de questionnaires, des comportements chez les enfants ou chez les élèves, métacognitifs, évalués par le père, par la mère et par l'enseignant. Des comportements également exécutifs, évalués par le père, par la mère, par l'enseignant et par l'enfant lui-même, avant, après. On a vraiment voulu croiser en fait la perception des élèves, des parents et des enseignants sur des comportements observés dans un environnement écologique, de l'enfant ou de l'élève. Ok. Alors je vais poursuivre. Je ne sais pas combien de temps il nous reste parce que du coup je vais voir si je dois aller plus vite ou pas. Donc. Ok, très bien. Donc le profil de nos élèves, on avait finalement 25% à peu près d'élèves avec un profil, un TND, ce qui est assez élevé par rapport à ce qu'on peut voir au niveau international. Et au sein de ces TND, on avait principalement quand même des enfants avec du trouble de l'attention, avec ou sans hyperactivité. Ensuite, on avait aussi du trouble des apprentissages, du trouble du spectre de l'autisme ou encore des troubles moteurs et du trouble de langage oral. Donc une certaine diversité. Comme on pouvait s'y attendre, les enfants neurotypiques surpassaient les enfants TND sur les indices de métacognition et de fonction exécutive. Donc ça, on parle du pré-test. Par contre, ils avaient une efficience intellectuelle équivalente. Donc là, on est vraiment sur un profil TND sans déficience intellectuelle. Il y avait aussi quelques différences sur d'autres variables. On a pu percevoir que les enfants avec TND étaient un petit peu plus âgés que les enfants neurotypiques et avaient un statut socio-économique un petit peu en dessous des neurotypiques.
On a aussi regardé un petit peu ce qui se passait au pré-test pour voir s'il y avait des différences de groupe entre nos 4 groupes cités précédemment. On a repéré quand même un effet du groupe au pré-test sur le statut socio-économique et l'efficience intellectuelle. Donc c'est pour ça qu'on a vraiment donc décidé de prendre bien sûr, de tenir compte en tout cas de ces différences initiales dans nos analyses ensuite de covariance, ce qu'on a réalisé sur des scores de progression pré-test moins post-test. Comme on avait aussi une hypothèse a priori forte, notamment sur un bénéfice plus important pour les enfants TND, on a aussi réalisé des comparaisons planifiées en distinguant les neurotypiques des élèves avec TND. Donc concernant les résultats, donc là je vous présente d'abord les résultats des scores de progression de la métacognition. Donc le code couleur est toujours le même et rappelé en haut sur les 4 groupes. Ce qu'on observe, donc tout d'abord on observe un effet principal du groupe sur l'indice de métacognition, l'indice de progression de métacognition rapporté par les mères, avec un bénéfice plus important dans les 2 groupes, dans le groupe je métacogite et le groupe méta, avec une approche métacognitive, par rapport notamment au groupe je. Si on a quand même été regarder les comparaisons planifiées, en fait on voit que finalement ces différences ressortent principalement chez les enfants avec TND. Concernant les pairs maintenant, on n'avait pas d'effet, ni l'effet du groupe, ni d'effet d'interaction. Donc on a seulement ici regardé des comparaisons planifiées et donc on a observé une différence. Les pairs du groupe méta perçoivent plus de progrès, on va dire, que le groupe je. Du côté des enseignants, maintenant, on a un effet du groupe, donc un effet principal du groupe, en faveur du groupe je métacogite et du groupe méta, par rapport au groupe je. Mais il y a aussi un effet d'interaction. Et donc, quand on regarde un petit peu les comparaisons planifiées, on observe que ces différences, en tout cas, sont aussi perçues chez les élèves, principalement avec TND. On ne retrouve pas ça chez les élèves neurotypiques. On n'avait pas trouvé de résultats sur le questionnaire enfant concernant la métacognition. Donc pour résumer un petit peu, ici, j'ai fait avancer, on observe en fait on observe que les effets sont davantage perçus dans les groupes méta et je métacogite, et principalement chez les élèves avec troubles du neurodéveloppement. On voit quand même qu'il y a quelque chose qui vous saute à l'œil, j'imagine, avec une régression assez notable du groupe je. Mais là, principalement chez les élèves aussi avec troubles du neurodéveloppement. Sur les scores de progression des fonctions exécutives, on observe chez les mères un effet d'interaction seulement. Si on regarde les comparaisons planifiées, ce qu'on observe, c'est que les mères perçoivent davantage de progression dans le groupe méta par rapport au groupe je et le groupe contrôle. Concernant les pairs, on a un effet du groupe où on voit là un effet, quel que soit le profil des élèves, on va avoir un groupe méta qui progresse mieux par rapport au groupe je et contrôle et aux autres groupes d'ailleurs. Et quand on regarde l'effet d'interaction, eh bien en fait ça ressort aussi principalement sur les TND. Enfin, au niveau des enseignants, on a aussi un effet du groupe en faveur du groupe je métacogite par rapport au groupe je. Mais attention, il y a aussi un effet d'interaction. Et donc, quand on regarde les comparaisons planifiées, on remarque du coup ici que cet effet est valable uniquement chez les enfants avec troubles du neurodéveloppement. Et enfin, du côté des élèves, on observe aussi des résultats, notamment un effet du groupe, principal du groupe, où là, quel que soit le profil des élèves, ce qu'on observe, c'est que les enfants se sentent davantage compétents dans leurs fonctions exécutives par rapport aux 3 autres groupes. On a quand même regardé aussi les comparaisons planifiées et on se rend compte en fait que ces effets sont encore plus importants chez les élèves présentant un TND avec des tailles d'effets plus fortes. Donc pour résumer ici, il semblerait en tout cas que les effets soient globalement plus marqués encore chez les enfants présentant un TND. Plus précisément, les adultes perçoivent davantage de progrès dans le groupe avec une approche métacognitive, donc dans le groupe méta pour les parents et dans le groupe je métacogite pour les enseignants. Concernant les enfants, là on est plutôt sur un bénéfice en tout cas du programme je métacogite.
Ils se sentent plus compétents après le programme. Je conclus. Donc voilà. Donc pour conclure, on voit que on a des effets qui sont particulièrement marqués chez les élèves présentant un TND, avec des progrès qui sont perçus davantage dans les groupes jeux métacogiques et méta, qui ont pour point commun d'avoir une approche en fait métacognitive. En fait, dans ces deux programmes, il y a une prise de conscience des processus exécutifs en jeu. Du côté des élèves, on voit que c'est une amélioration, enfin on a une amélioration du sentiment de compétence exécutive seulement dans le groupe jeux métacogiques. Les élèves se sentent beaucoup plus compétents après le programme, et ce encore plus chez les élèves avec un trouble du neurodéveloppement. Quelque chose aussi qui est assez intéressant ici, qu'on a pu retrouver, c'est que en fait l'approche ludique bénéficie surtout lorsqu'elle est associée à une approche métacognitive. Parce que vous avez vu, des fois on avait même des régressions sur le jeu, et donc on voit que c'est vraiment l'articulation de l'approche métacognitive avec la pratique du jeu de société, où on va exercer les processus exécutifs et on va prendre conscience en même temps, qui va permettre aux élèves de percevoir aussi un sentiment de compétences. Donc, pour conclure, ces résultats nous invitent en tout cas à envisager des perspectives intéressantes pour l'école inclusive, notamment en renforçant l'accès à ce type de programme métacognitif pour les élèves notamment les plus vulnérables en classe, en formant aussi les enseignants à cette approche métacognitive et en faisant de la métacognition un levier concret pour une école plus inclusive. Voilà, je vous remercie. Et donc, on remercie aussi nos collaborateurs sans qui ce programme, cette étude n'aurait pas lieu. Voilà. Alors, bonjour à tout le monde. Donc, Sylvie Richard, je suis professeure à la Haute École Pédagogique du canton du Valais et je suis également chercheuse au laboratoire SMAS. Et avec ma collègue Fleur Lejeune, que je laisse se présenter. Moi, je suis chargée de cours en psychologie du développement à l'Université de Genève. Eh bien, nous allons vous parler de comportements prosociaux chez les enfants de 4 à 6 ans. Et comme vous le voyez déjà dans le titre, on annonce déjà un de nos résultats forts, à savoir que coopérer renforcerait les liens d'amitié chez les 4 à 6 ans. Mais ce n'est pas le seul comportement prosocial qu'on a étudié dans le cadre de cette étude. Mais je vous laisse découvrir l'autre comportement prosocial qu'on a également ciblé à travers une petite vidéo, puisqu'on va parler de personnes qui ne sont pas là parmi nous, à savoir les enfants, et pour que leur voix résonne et vous mettre au cœur du sujet, voilà une petite vidéo qui amorce la thématique. Donc on voit bien coopération. Allez, tire, petit gars. Ouais. Wow. Bravo. Attends, je vais t'en donner. Génial. Merci. La prochaine fois, je te donnerai. Vous êtes prochaine. Donc, vous l'avez trouvé, l'autre comportement prosocial, un partage, donc le fait de renoncer à des ressources pour le bénéfice de l'autre, coopérer, c'est conjuguer ses efforts pour atteindre un objectif spécifique. Et puis là, on a vu l'effet du partage, à savoir que ça a plutôt tendance à consolider le lien. On a vu une émotion plutôt de joie sur le visage de l'autre, l'envie de réciprocité également. Puis là, on voit rapidement ce que ça fait quand on ne partage pas. C'est pas drôle d'avoir moins de bonbons que l'autre. Regarde, j'en ai 2. Parce que Charline avait 4 bonbons et moi 2 bonbons. Donc, on fait l'hypothèse que ça a tendance à moins renforcer le lien. On voit plutôt une émotion désagréable. Donc, que dit la littérature ? Eh bien, il y a différentes études longitudinales qui ont été menées sur comportements prosociaux, réussite scolaire, mais aussi plus tard à l'âge adulte sur les relations sociales, le type d'emploi, la stabilité de l'emploi. Donc, un lien plutôt positif. Et nous, dans le cadre de notre étude, eh bien, on s'est intéressé prioritairement à la coopération. Fleur vous expliquera le dispositif qu'on a mis en place. Et puis, on a regardé son influence sur les comportements de partage, mais aussi sur l'amitié. Donc, 2 axes de recherche avec différentes variables, comme le sexe, type de dia d'amitié, facteur chance également, qu'on a voulu examiner. Alors, que dit la littérature ? Alors, il semblerait, en tout cas dans les études chez ces tranches d'âge-là, qu'il existe un lien entre coopération et partage.
On s'est aussi intéressé, comme je l'ai dit avant, à l'influence du sexe. Alors, il semblerait que les filles soient plus enclines à partager, en tout cas dans les pays occidentaux, comparativement aux garçons qui sont plutôt dans des tendances compétitives. Mais c'est contrecarré par certaines études, notamment en Chine, où il semblerait que ce soit l'inverse. Donc, les différences ne sont pas systématiques, les résultats sont donc à nuancer. Maintenant, en fonction du type de dyade, si je suis une fille, est-ce que je partage plus avec une fille, dyade unisexe ou mixte? Là, de nouveau, il semblerait que les filles partagent plus volontiers et encore plus avec une autre fille. Et les garçons, eux, ils préfèrent, surtout lorsqu'ils sont avec un autre garçon, ils préfèrent maximiser leur avantage. Du coup, on s'est demandé, tiens, est-ce que l'amitié pouvait un petit peu nuancer ces résultats? Alors, est-ce que les amis partagent plus entre eux? De nouveau, il semblerait globalement que oui. Puis quand on fait le lien avec le sexe de l'enfant, eh bien, on se rend compte que les filles ont tendance de nouveau à partager davantage plus avec des amis. Les garçons, c'est de nouveau un peu plus contrasté, avec des tendances plus compétitives, même entre amis. Donc, là aussi, un résultat à nuancer. Est-ce que coopérer renforce l'amitié? Il n'y a pas beaucoup d'études qui ont été faites. Une récente de Béa Tsidou et Botsoglou en 2024 montre que oui, chez les tranches d'âge qui nous intéressent. Et puis, si on fait... nous, on a voulu s'intéresser aussi au renforcement de l'amitié au niveau du type de dyade, parce que lorsqu'on grandit, les enfants grandissent ont tendance à être amis avec des enfants du même sexe. Est-ce qu'on retrouve ces éléments-là ensuite, après la mise en œuvre du dispositif? Alors voilà les objectifs et hypothèses avec ces deux sous-axes de recherche. Nous, on voulait vraiment mieux comprendre le développement prosocial en petite enfance et puis les mécanismes qui favorisent justement ces comportements prosociaux ainsi que l'amitié chez les enfants de cette tranche d'âge-là. Je te laisse la parole. Alors, c'est un peu haut, je me sens un peu cachée. Pour évaluer cela, on a inclus dans notre étude 96 enfants, donc on a réparti en 48 filles et 48 garçons. Les enfants avaient entre 4 et 6 ans, donc 5 ans en moyenne, et ils ont été recrutés et évalués au sein des écoles primaires publiques de Genève. Comment ils ont été répartis? Eh bien, en fonction des facteurs que nous avons manipulés dans cette étude, on a fait une répartition égale. Donc, on a manipulé le type de dyade. Donc, la moitié des dyades étaient unisexes, donc que des filles ou que des garçons. L'autre était mixte, donc il y avait filles-garçons. Donc, j'ai distingué garçon-fille et fille-garçon. Pourquoi? Parce que dans le dispositif de partage, quand ils vont avoir des récompenses, il va y avoir un enfant qui va être chanceux, qui va en avoir 3, et l'autre malchanceux. Donc on a contrebalancé, il y a une partie, ce sera la fille qui sera chanceuse, et dans l'autre partie, ce sera le garçon qui sera chanceux. Et enfin, on a la répartition selon les conditions. Une partie des dyades faisait le jeu en parallèle, et l'autre en coopération. Donc ça, je vais revenir dessus, sur ce jeu. On a utilisé un dispositif, on a utilisé le jeu du gruyère. Donc c'est une grosse planche qui est plus grande que moi, avec plein de trous à l'intérieur. Puis vous pouvez voir en bas qu'il y a ce petit palais qui est accroché à 2 cordes. Et en fonction de la condition, donc l'objectif c'est de monter le palais tout en haut sur le trou le plus en haut, en évitant ceux qui sont en intermédiaire. En fonction de la condition, les enfants avaient soit un jeu parallèle, donc chacun avec son dispositif et pouvait tirer sur la corde, avait chacun dans chaque main une corde, et puis dans le dispositif de collaboration, chacun tirait sur une corde et il devait s'accorder justement pour pouvoir le faire monter. Donc en termes de procédure, donc tout était filmé, et puis avant de commencer le jeu, chaque enfant était pris à part par un expérimentateur, une expérimentatrice, pour évaluer leur degré d'amitié. Donc leur présenter cette petite frise que vous voyez pas beaucoup, mais il y avait des petits smileys, un qui est vraiment triste et tout rouge, et puis l'autre qui est très content. Donc celui qui est tout rouge et pas content, c'est que c'est pas du tout, c'est pas mon ami. Et puis celui qui sourit, c'est mon meilleur copain, voilà, ou ma meilleure copine. Donc une fois qu'on avait évalué ce degré d'amitié, on leur expliquait, on les mettait face au jeu, on leur expliquait le but du jeu, on leur montrait ensuite des récompenses qui étaient posées sur une table en leur expliquant qu'à l'issue du jeu, ils pourraient découvrir la récompense qui était cachée sous des petits gobelets. Et puis il y avait donc ces 2 conditions de jeu.
Une fois que le jeu était terminé, donc on s'assurait qu'ils aient pu le monter jusqu'en haut et qu'ils aient ce sentiment de réussite, quelle que soit la condition, on les laissait, donc on les installait, et puis on leur disait qu'ils pouvaient découvrir leur récompense, et puis les adultes sortaient de la pièce pour un instant, pour les laisser le plus libre possible de partager ou de ne pas partager. Et c'était à ce moment-là donc qu'on observait ce fameux comportement de partage ou pas. Et puis, une fois que cela était terminé, avant de les raccompagner en classe, on leur redemandait une nouvelle fois comment ils considéraient l'autre enfant. Est-ce que c'était vraiment pas du tout son ami ou est-ce que c'était son meilleur ami? Alors en termes de résultats, premier résultat tout à fait descriptif, déjà juste pour vous donner une idée, seul un quart, donc un tout petit peu plus d'un quart des enfants, 27%, ont partagé, et on en avait 3/4 qui n'ont pas partagé leur récompense. Donc c'était déjà, on n'avait pas beaucoup de partageurs dans notre échantillon, ça nous a déjà mis un petit peu la puce à l'oreille par rapport à ce qui va suivre. Et puis après on a fait une première analyse donc pour voir effectivement si tous ces facteurs dont on vous a parlé influençaient le comportement de partage. Donc on a fait une analyse de régression hiérarchique. Première étape, on a testé l'effet de la condition, donc on s'attendait à ce que la coopération favorise le partage, comme ça a été déjà montré dans la littérature, et déjà des illusions, absolument pas. Nous, dans notre contexte expérimental, le fait de jouer parallèle ou en coopération ne changeait rien au fait que les enfants partageaient ou ne partageaient pas. Deuxième étape de cette analyse de régression, on a rajouté donc les facteurs type de dyade, que je vous rappelle mix ou unisexe, le genre, donc est-ce que l'enfant qui avait de la chance était une fille ou un garçon, et enfin la manière dont ils évaluaient leur amitié. Et encore une fois ici, aucun effet significatif n'est sorti. Et pour la dernière étape de cette analyse de régression, on s'est intéressé ensuite à l'interaction entre la condition et les facteurs qui nous intéressaient, qui étaient nouveaux, donc le type de dyade, le sexe et le niveau d'amitié. Et une fois encore, ici, nous n'avons rien obtenu. Donc un petit peu déçus, mais nous avions un deuxième axe, donc on discutera ces résultats juste après. Je vous parle d'abord des résultats sur notre deuxième axe d'analyse, à savoir l'évolution du degré d'amitié. On a regardé pour les enfants chanceux et les enfants malchanceux. Donc ici, vous avez le tableau pour les enfants chanceux, comment ils ont évalué ça, eux, dans la posture où ils en avaient 3 bonbons. On a utilisé donc une ANOVA. Je vous présente dans ce tableau les différents facteurs que nous avons rentrés dans l'ANOVA. Il y a des petits tirets, puis en dessous, il y a les interactions. J'ai juste reporté celles qui étaient significatives. Ce qu'on peut voir, c'est qu'il y a d'abord un effet du type de dyade. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en termes d'évaluation du degré d'amitié, les dyades unisexes évaluaient leur degré d'amitié plus fortement que les dyades mixtes, qui est en cohérence avec la littérature. Deuxième résultat, on avait un effet du facteur temps, ce qui veut dire que le degré d'amitié, les enfants évaluaient leur degré d'amitié meilleur après le jeu qu'avant le jeu. Donc il y avait une progression de ce sentiment d'amitié. Et l'interaction avec la condition nous a précisé que ce sentiment, cette amélioration de ce degré d'amitié après le jeu, se retrouvait seulement pour les enfants qui étaient dans la condition de collaboration et pas chez ceux qui avaient joué en parallèle. Et enfin, on avait aussi une triple interaction qui venait encore donner des explications plus fines à cet effet, à savoir que donc cette triple interaction était avec le sexe de l'enfant chanceux, que cet effet justement d'évaluation positive du degré d'amitié à l'issue du jeu était encore plus importante chez les filles, était significative chez les filles et n'était que tendancielle chez les garçons. Voilà un petit peu les résultats principaux que nous avons retrouvés. Et puis, du coup, deuxième chose, donc on a refait la même chose, c'est les enfants malchanceux, donc ceux qui n'avaient qu'un bonbon. On a refait strictement la même analyse, mais avec leur propre évaluation de l'amitié. Et cette fois-ci, on n'a retrouvé qu'un seul effet significatif, le facteur temps, c'est-à-dire que les enfants, quelles que soient leurs conditions, évaluaient comme étant meilleurs leur amitié à l'issue du jeu également. Alors moi, je vais discuter un peu, je vais vous donner 2-3 petits éléments de discussion rapidement, notamment sur les résultats de partage, parce qu'effectivement, on n'a pas d'effet positif de la coopération comme on s'y attendait, et puis du coup, on ne retrouve ni d'effet du sexe, ni d'effet du type de dyade, ni d'effet de l'amitié.
Alors pourquoi les enfants ne partagent pas, pourquoi nos enfants à nous ne partagent pas beaucoup? On s'est dit, bon bah je sais pas, on allait bourrer beaucoup d'hypothèses un petit peu folles, et puis on est parti un petit peu quand même sur le design expérimental en regardant les études d'Amann et de Warneken qui datent de 2011, et on a regardé vraiment quel dispositif ils utilisaient. Donc on voit ici sur le dessin que en fait les enfants ils tirent une ficelle, et qu'au milieu, donc là au-dessus vous avez un bloc avec les enfants qui peuvent voir leur récompense avancer au fur et à mesure qu'ils tirent, soit dans une condition de coopération, donc au-dessus c'est le petit bloc qui est tiré et les enfants tirent de chaque côté, soit elles sont indépendantes et chaque enfant est responsable de l'avancée de sa récompense. Dans ce contexte-là, la récompense est incorporée dans le jeu, c'est-à-dire que c'est les enfants dans l'effort du jeu qui vont ramener la récompense à eux, elle est visible. Nous, je vous le rappelle, on les avait mis cachés sous des petits gobelets sur une table, hors de portée, le temps qu'ils fassent leur jeu. Donc pour nous, on s'est peut-être dit que le design d'Amann et Warneken avait suscité un sentiment de possession collectif des deux enfants qui travaillaient sur le même dispositif, alors que nous, on aurait peut-être suscité plutôt un sentiment individuel en posant ces récompenses comme ça indépendamment et en les installant à l'issue du jeu, hors en fait du contexte du jeu. Donc ça, c'était une première interprétation, première idée qu'on avait sur le fait qu'on n'ait pas cet effet. Et puis la deuxième chose qui vient s'ajouter, qui ne vient pas contre la première interprétation, c'est aussi l'effet du lieu et de la présence de l'adulte. C'est-à-dire que chez Amann et Warneken, ça se passe en crèche, les enfants sont un peu plus jeunes, et pendant le jeu, les adultes sont déjà absents, ils sont déjà partis de la salle. Dès le moment où ils ont expliqué le jeu à l'enfant, ils sortent. Nous, on est restés pendant tout le jeu pour les accompagner, pour les aider, et on est sortis qu'au moment du partage de la récompense. Et puis, du coup, on les installait aussi également sur les tables, on leur avait posé leur gobelet devant eux, donc on imposait également quelque chose de l'ordre de c'est l'adulte qui a décidé que ce gobelet était à toi et ce gobelet était à toi, et on s'interroge sur le fait qu'on ait créé des normes implicites de propriété. Cet objet était remis par l'adulte et du coup je peux pas me permettre, il m'a donné un bonbon, il m'a donné 3 bonbons, j'ai pas le droit d'aller donner un bonbon à l'autre. Donc peut-être aussi qu'on aurait pu malgré nous générer ce genre de choses. Il reste 2 minutes. Voilà. C'est pour ça que je la vois. Alors maintenant, on bascule sur le second axe d'analyse par rapport à l'influence sur le degré d'amitié. Alors le résultat intéressant qu'on a pu obtenir sur le fait que, indépendamment de la condition, le degré d'amitié augmente. On a formulé 2 hypothèses explicatives. Est-ce que le fait d'être juste mis en présence d'un père renforce, consolide le lien ? Et puis, deuxième hypothèse, c'est qu'il réalisait le même type d'activité, que ce soit en coopératif ou en parallèle. Alors, est-ce qu'il y a un effet du rôle de l'imitation? J'imite, je suis imité. On sait que ces allers-retours ont tendance aussi à renforcer les liens chez les jeunes enfants. Il faudrait créer une 3e condition où les enfants réaliseraient carrément chacun une activité différente, un jeu de construction et un puzzle, je dis comme ça, pour pouvoir commencer à vérifier un petit peu ces hypothèses. Puis concernant le groupe chanceux et l'interaction avec la condition, alors on a fait l'hypothèse que ils vont plus volontiers chez les autres parce que probablement le fait déjà d'être chanceux génère de la joie étant une émotion qui génère une tendance à l'action, à aller vers les autres, cumulée au jeu en soi, coopératif, qui génère aussi ce type d'émotion. C'est ce qui probablement a dû faire que les enfants évaluent plus positivement ce degré d'amitié. L'effet plus marqué chez les filles chanceuses, il semblerait, au regard de la littérature, qu'elles soient plus socialement orientées, même chez les femmes TSA, avec une meilleure capacité à identifier les signaux sociaux, communicationnels également. Conclusion. Les grandes études qui montrent que coopération et partage, c'est évident, ça l'est pas complètement. Il y a différentes variables à prendre en considération qui peuvent influencer le partage, comme on l'a vu. Et puis pour la partie coopération et amitié, pouvoir créer des environnements éducatifs émotionnellement positifs qui génèrent ce type d'émotions, joie notamment, et également soutenir la coopération, puisqu'on voit un lien notamment important, significatif pour les filles plus spécifiquement. Donc voilà, je m'arrête là parce qu'on est déjà... on a fait un petit peu plus. Merci beaucoup. Voilà, merci.
Voilà, bonjour à tous. Je viens vous présenter donc ici une partie de recherche qui est en tout début de processus, qui s'intéresse à l'évaluation diagnostique et à la place de la différenciation pédagogique dans un cadre particulier en Belgique francophone. Donc comme vous pouvez le voir, je viens de l'université de Mons, donc en Belgique. L'idée ici, c'est donc de vraiment se focaliser sur un aspect spécifique de l'enseignement, et c'est l'enseignement qualifiant. Donc l'enseignement qualifiant, j'y reviendrai après au niveau du contexte belge, dans l'optique de s'intéresser à une option bien particulière, l'option boulangerie-pâtisserie, et aussi d'associer cette option à un apprentissage bien spécifique, celui des mathématiques. Donc je travaillerai en 6 temps, donc je reviendrai tout d'abord sur le contexte au niveau de la Belgique francophone. Je vous présenterai donc la méthodologie pour construire les outils relatifs à l'évaluation diagnostique et à la place donc de la remédiation notamment et la différenciation. Je discuterai ces outils et je conclurai par rapport à ce que nous avons trouvé les résultats que nous avons trouvés sur le terrain pratique. Alors, au niveau de la Belgique francophone, ce petit pays est assez particulier dans le sens où on distingue le nord du sud. Et donc ici, dans la partie sud, il y a pas mal de réformes qui ont été mises en place depuis 2016, celle notamment du pacte pour un enseignement d'excellence. Mais en parallèle, donc celui qui est lié au pacte d'enseignement pour un enseignement d'excellence, est lié à un tronc commun qui débute à partir de 5 ans, donc en 3e maternelle chez nous, et qui se termine aux alentours de 14 ans en 3e secondaire. Dans le cadre de cette recherche, on quitte le pacte pour un enseignement d'excellence et on va juste à côté pour s'intéresser à l'enseignement qualifiant. Autrement dit, à l'issue de certaines évaluations certificatives, les enfants sont dirigés, s'ils ne réussissent pas ces évaluations, vers un enseignement qualifiant qui amène à une certaine professionnalisation au niveau de la finalité. Et donc ici, l'idée, c'est de s'intéresser au parcours d'enseignement qualifiant, le fameux PEC en Belgique francophone. Alors, la littérature met en avant, assez âgée cette littérature, donc au début des années 2000, que finalement, chez nous en Belgique francophone, le public est un public qui ne choisit pas cette orientation dans un premier choix. On est à peu près aux alentours de 50%, donc un élève sur 2 se retrouve dans l'enseignement qualifiant suite à un échec dans son parcours scolaire, donc il y a une relégation, il y a cet effet qu'on appelle aussi l'effet toboggan, c'est parce que j'échoue que je m'oriente vers un choix plutôt professionnel et donc cet enseignement qualifiant. Et c'est le même principe au niveau des parents. Donc c'est parce qu'il y a une certaine orientation dans le parcours que les parents suivent le choix du professionnel de l'éducation. Donc souvent le professeur a orienté l'enfant vers ce parcours de qualifiant. Et donc l'idée ici, c'était plutôt de revaloriser cet enseignement qualifiant et d'en faire une filière d'excellence parce que tous ces enfants qui ont un métier à la fin de leurs études sont aussi des enfants qui ont une certaine, pour lesquels il faut valoriser leurs acquis d'apprentissage. Et donc l'idée là derrière, c'est qu'il y a une réforme qui a été mise en place et des projets, notamment le projet de différenciation, qui est finalement un projet en parallèle avec d'autres projets limités, ceci à l'enseignement du tronc commun, donc la différenciation pour cet enseignement de transition et général. Alors, si on s'intéresse aussi en parallèle à tout ce qui est mis en avant dans la littérature, on s'intéresse à l'outil diagnostique, on s'intéresse à la différenciation et on s'intéresse aussi à un cadre spécifique au niveau de l'OBG, donc les options de base généraux, donc tous ces cours plutôt théoriques et dans ce cas-ci le cours de mathématiques. La particularité du cours de mathématiques, c'est qu'il est enseigné sous forme spiralaire, donc on cumule les apprentissages et donc si on revient dans l'enseignement qualifiant, il y a un cumul d'apprentissage, il y a un échec dans des évaluations certificatives ou des évaluations sommatives et donc il faut essayer de pallier à cet échec à un certain moment et pas seulement au moment où ils arrivent dans l'enseignement qualifiant, cet enseignement qualifiant étant plus tard dans leur cursus scolaire.
Il faut, pour pouvoir remédier, il faut être capable d'identifier quels sont les objets d'apprentissage, quels sont les obstacles sur lesquels les enfants butent à chaque fois dans leur parcours, et surtout d'essayer d'éviter de reproduire ces erreurs au niveau des évaluations. Et donc pour pouvoir pointer les lacunes et les difficultés des enfants, il ne faut pas simplement se fier à l'intuition du professeur, mais il faudrait mettre en place tout ce qu'on voit au niveau des évaluations diagnostiques pour pouvoir justement cibler à quel moment l'élève n'a pas acquis son apprentissage. Et donc l'idée derrière ce projet de différenciation, c'est de vraiment pouvoir accompagner de manière individuelle l'enfant dans son parcours scolaire au niveau de ses apprentissages, et donc dans ce cas-ci ses apprentissages en mathématiques, en permettant de mettre en place un apprentissage qui sera donc du coup différencié. On va quitter l'enseignement classique pour tout le monde va faire les mêmes exercices au même moment au niveau de les apprentissages, et donc on peut faire un lien aussi avec notamment les postulats de Burns quand on parle de différenciation et toute la théorie relative à la pédagogie différenciée. Et on va pouvoir aussi donc mettre en place des aspects qui sont spécifiques à l'option boulangerie-pâtisserie. Comment avons-nous procédé pour mettre en pratique cet aspect de la littérature dans un contexte d'outils à disposition des enseignants? Donc comment outiller les enseignants qui sont en place dans les classes dans l'enseignement qualifiant? Donc on a mis en place une recherche collaborative d'1 an. Donc c'est pour ça qu'on est au tout début du processus, pour lequel on a réussi à recruter 5 établissements de l'enseignement qualifiant qui étaient volontaires pour mettre en place ces outils, avec une collaboration de 24 enseignants du terrain, dans 3 secteurs différents. Même si je le disais tout à l'heure, le secteur 4 en Belgique francophone, c'est celui de l'hôtellerie et de l'alimentation. Et dans ce cas-là, nous avons seulement 2 établissements scolaires avec 11 enseignants volontaires. Quels étaient les grands points sur lesquels on a pu travailler pour arriver à l'aboutissement de ces outils? Tout d'abord, il y a une prise de contact avec les différents établissements, les chefs d'établissement, les collègues. On a identifié avec leurs traces les différents obstacles sur lesquels les étudiants peinent à réussir en mathématiques. Et donc on se rend compte que quand on compare les dires de deux collègues, par exemple un collègue de mathématiques, il arrive à mettre en évidence que les élèves réussissent certaines aptitudes mathématiques, mais qu'en parallèle, dans un cours d'atelier où il y a une certaine mise en place de ces outils mathématiques, notamment on parle de tableaux de conversion, l'ABAC en fonction de la région, quand on doit utiliser l'ABAC en atelier pour effectuer une recette de boulangerie-pâtisserie, les enfants peinent à transférer les apprentissages mathématiques dans leur pratique professionnelle. On a donc formé les enseignants à ces deux pratiques outillées, à savoir mise en place d'une évaluation diagnostique pour connaître justement quelles sont les lacunes, les forces et les faiblesses des enfants, mais en parallèle aussi comment instaurer une pédagogie différenciée dans une classe et quitter cet enseignement commun à tout le monde à un temps T. Suite à ces différentes journées de formation en sous-groupe, on a aussi fourni aux différents professeurs des outils supplémentaires qui leur permettaient justement d'élaborer leur pratique, de se rendre compte de finalement qu'est-ce qui est mis en place dans d'autres écoles, dans d'autres régions, en s'appuyant sur tout ce qui avait été fait au sein du service, notamment en différenciation. On a développé les outils, donc on s'est appuyé sur notamment ces travaux de formation des enseignants pour aller créer des outils qui parlent autant aux enseignants qu'aux élèves, donc des outils qui sont en lien avec l'option boulangerie et pâtisserie. Nous avons également créé des fiches de remédiation, de consolidation et de dépassement. Et nous sommes allés dans un dernier temps ajuster donc, ces outils après une mise en place pratique sur le terrain. Donc, c'est-à-dire on a testé deux évaluations diagnostiques et 3 dossiers de remédiation, consolidation et de dépassement. Je reviendrai sur les critères spécifiques du fameux dossier RCD un peu plus tard dans la présentation. Et donc là, l'idée, c'était de présenter très rapidement le contexte. Donc finalement, si on s'intéresse à une évaluation boulanger-pâtisserie, les élèves ont, notamment sur la partie gauche du tableau, une recette qu'ils maîtrisent totalement. Mais quand il suffit de convertir dans l'atelier cette recette qui était au départ une proposition pour 30 éclairs
et l'a transformée, pour la réaliser pour 12 éclairs. Il y a énormément d'élèves qui butent sur ces conversions de manière mentale, de manière écrite, alors qu'on sait qu'ils ont à disposition des outils, le fameux tableau de conversion, la BAC, dans l'atelier. Et donc cette évaluation diagnostique était réalisée pour des élèves de 5e, 6e et 7e, donc aux alentours entre 15 et 18 ans, d'une durée de 45 minutes avec 27 items, 2 items évalués à chaque fois une compétence mathématique spécifique, et il y avait une question parasite, notamment on peut le voir tout en bas, tout ce qui est lié à leur pratique professionnelle pour lequel on n'a pas spécialement, nous, la maîtrise. On a pu faire passer cet outil diagnostique auprès de 3 niveaux, donc on a 83 élèves, quelques résultats qui ne sont pas spécialement significatifs en tant que tels, il faut aller plus loin pour marquer, même si on voit que l'évaluation est relativement similaire au niveau des scores. Et on a travaillé sur 3 objectifs d'apprentissage liés aux mathématiques. Je vous parlais tout à l'heure du fameux RCD, remédiation. On a déterminé le seuil de remédiation à tout ce qui est inférieur à 64%. Un élève qui est évalué dans une compétence, s'il avait un score inférieur à 64% lors de l'évaluation diagnostique, alors il était renvoyé pour cette compétence-là vers des fiches de remédiation. Entre 65 et inférieur à 80%, ils allaient en consolidation pour renforcer les acquis qui étaient déjà présents, et tous ceux qui avaient 80 ou plus allaient vers du dépassement. Cet outil était proposé pour les enseignants afin d'avoir un double regard, finalement, compétence par compétence, quels étaient ses résultats, et un radar pour très rapidement placer l'enfant dans un style bien spécifique au niveau de sa maîtrise. Et ça nous permettait d'avoir des résultats assez rapides. Ça, c'est le résultat pour la première. Même principe pour la deuxième. Simplement mettre en évidence que, par exemple, cette dernière question semble assez évidente, mais elle vient en fait du terrain où il y avait un besoin bien spécifique d'éviter le gaspillage de l'usage de certains matériaux. Et donc ces élèves qui vont sur le terrain et qui ne savent pas utiliser l'outil le plus efficace, le plus efficient, gaspiller notamment pas mal de matières premières. Même principe pour le deuxième qui s'intéressait donc au niveau des évaluations sur le vocabulaire technique, avec aussi un radar, avec des phrases types pour lesquelles nous n'avons peut-être pas l'expertise, mais les élèves, eux, maîtrisaient certains mots de vocabulaire. Suite à ces résultats, il y avait donc, comme je le disais, un fameux RCD, donc 3 dossiers ont été mis en place dans le cadre de l'option boulangerie-pâtisserie. Deux des 3 dossiers ont été testés, notamment les dossiers de remédiation. On peut voir qu'on a travaillé sur certains obstacles qui étaient mis en avant dans la littérature au niveau des apprentissages en mathématiques. Donc s'il y a des obstacles, on a travaillé avec notamment des rappels assez particuliers, marqués aussi avec des synthèses directement proposées sur les fiches, des outils d'évaluation formative très rapidement pour vérifier l'acquisition, avec des procédures, des processus bien spécifiques. Tiens, finalement, si je dois effectuer une conversion dans un tableau, quels sont les points forts, les points faibles, avec des obstacles supplémentaires. On travaille sur le nombre entier et on va ensuite travailler sur le nombre, par exemple, décimal. On pourrait travailler sur la fraction, mais on a évité la rajouter, ça fait un obstacle supplémentaire, avec un niveau de taxonomie de plus en plus compliqué au niveau des exercices. Voilà, je vous parlais de la partie des nombres décimaux. Et puis un exercice de synthèse qui était en lien avec leur pratique, donc avec des conversions vraiment spécifiques à l'option boulangerie-pâtisserie et pas des conversions à tout va au niveau mathématique. Même principe pour le deuxième. Donc on part de 3 situations, 3 cas bien spécifiques. On va effectuer des présentations soit en français, donc travailler sur le langage, soit la présentation de proportionnalité au niveau d'un tableau plutôt classique, donc les 3, avec 3 possibilités de résolution. Ce qu'on peut voir sur le côté, hein, soit on détermine directement la 4e proportionnelle, soit on passe par l'unité, le fameux je remets à 1 et puis je vais vers un nombre, ou alors j'utilise un diviseur commun, ou on pourrait aussi travailler sur un multiple. Et donc à partir de ces éléments, à nouveau, il y a des fiches qui ont été mises en place qui permettent de bien repérer quelles sont les différentes spécificités de l'outil, avec une proposition qui est progressive. Il y a vraiment de l'étayage qui est mis en place pour remédier aux difficultés, avec des rappels par rapport à la disposition, avec de l'espace de travail si nécessaire pour leur permettre de structurer la manière cognitive au niveau des apprentissages.
Donc finalement, ces outils, on a pu relever quelques éléments saillants au niveau des points forts et des points faibles. On a réussi à associer finalement le monde des mathématiques et le monde professionnel de la boulangerie-pâtisserie dans des dossiers de remédiation, consolidation. Je bascule très rapidement vers la perspective parce qu'on n'a pas encore développé les outils de développement. Ces outils sont liés notamment ici à deux grandes thématiques, conversion et proportionnalité, mais on pourrait imaginer d'autres cas de figure, d'autres obstacles dans le cadre d'un cours de mathématiques. La faiblesse, c'est qu'à l'heure actuelle, les étudiants de l'enseignement qualifiant ne sont peut-être pas des étudiants qui ont choisi cette option. Donc il y a une diminution de la motivation face aux apprentissages. Il y a aussi le manque de soutien en dehors. Finalement, il va à l'école, ce qu'il apprend à l'école, il doit être capable de le faire à l'école. Et quand il revient à la maison, il ne manipule pas ces aspects, ces apprentissages liés à la future fonction. Et donc l'idée, c'est de mettre en place cette pédagogie différenciée où on pourrait réfléchir, on pourrait sensibiliser l'élève, le mettre face à ses responsabilités. Finalement, si tu as des lacunes en mathématiques qui répercutent ton parcours professionnel et ton apprentissage pour le futur métier que tu veux faire, c'est à toi de peut-être mettre les choses en main. Tu as des dossiers à ta disposition. Allez, vas-y, prends-toi en main. Il y a des gens qui peuvent t'aider. On peut prévoir des remédiations pendant les cours, mais aussi en dehors des heures de cours selon l'organisation. Et donc finalement, si on mobilise toutes ces actions, on va favoriser aussi le climat de classe avec une certaine coopération. La perspective future, c'est de prendre ces outils et les mettre notamment dans un plan expérimental pour voir s'il y a vraiment apprentissage, s'il y a vraiment un effet significatif, si le fait de différencier va impacter seulement les remédiants, est-ce que les élèves qui sont en consolidation ont aussi quelque chose au niveau du dispositif, et envisager, donc comme je disais tout à l'heure, le dossier de dépassement, mais de ce côté-là, le professionnel du terrain, donc l'enseignant d'atelier boulangerie-pâtisserie n'avait pas encore de pistes bien claires et déterminées à nous proposer. Et donc finalement, s'il fallait conclure, c'est que tout d'abord, on arrive à étoffer la littérature, parce que peu, pour ne pas dire rien, n'est en lien entre évaluation diagnostique, différenciation pédagogique dans l'enseignement qualifiant pour une option boulangerie-pâtisserie. Donc c'est avant tout une avancée de ce côté-là. Que parallèlement à ça, on combine plusieurs outils. On ne s'intéresse pas seulement aux évaluations diagnostiques, on ne s'intéresse pas seulement à la différenciation, mais on essaie de combiner plusieurs outils en vue de rendre justement l'enseignement qualifiant, comme je disais tout à l'heure, qui n'est pas un enseignement de priorité ni par les parents ni par les élèves, de le mettre en avant pour justement pointer ce qui va et ce qui ne va pas, les forces et les faiblesses, et rendre donc l'enfant plus performant dans un monde futur qui sera le monde professionnel qui lui tend les mains. Voilà. Alors si vous le souhaitez, j'en profite aussi, il y a pas mal d'outils à disposition sur le site d'Edusa, qui est finalement le site du service donc d'éducation au service de l'apprentissage à l'Université de Mons. Voilà.